8h30, politique de France Info. Bienvenue à tous, c'est parti. Bonjour Marcelo Westfred, journaliste politico-parisien. Notre invité ce matin est présidente de la commission développement durable à l'Assemblée nationale. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Députée de la Somme, vous avez été élue sous les couleurs d'En Marche en juin dernier pour soutenir un programme où Emmanuel Macron s'engageait à ne pas toucher aux dotations aux collectivités. Promesse qu'il avait répétée le 17 juillet dernier. C'était devant les élus lors de la conférence des territoires. Pour permettre cette amélioration du solde des administrations publiques, nous ne procéderons pas par baisse brutale de dotations. Je m'y étais engagé. La logique budgétaire, c'est de couper les dotations en 2018. Nous ne le ferons pas. Alors, pas de baisse brutale, ni maintenant, ni l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on découvre ce week-end au journal officiel? Une baisse des dotations de 300 millions d'euros. Est-ce que c'est une trahison, comme l'ont dit certains élus? Oui, non, mais j'ai bien vu qu'il fallait absolument faire de la mousse pour faire vivre un petit peu l'actualité pendant l'été. C'est des projets qui ne vont pas voir le jour. En l'occurrence, de ce que j'ai pu en voir, parce qu'on n'est pas Elle existe, cette somme, c'est pas de la mousse. Enfin, ce qui existe, c'est qu'il y a eu des engagements qui ont été pris. Et d'ailleurs, vous les avez repassés ce matin. Emmanuel Macron a dit, en 2018, rien, pas de baisse. Là, je vous rappelle qu'on est sur le budget 2017 qui a été voté l'année dernière. Sur le budget 2017... du gouvernement précédent dont vous faisiez partie. Absolument, absolument. Et vous l'avez remarqué et j'y étais. Simplement, c'est pas moi qui ai décidé de ces budgets-là, en l'occurrence. Je n'étais pas ministre du budget. Peut-être que les choses auraient été différentes ou pas, je n'en sais rien. Donc en clair, vous reprenez l'argument de l'insincérité des comptes du gouvernement précédent. C'est vrai, à partir du moment où il vaut mieux se fâcher avec ses anciens amis qu'avec les nouveaux. À partir du moment où on a dit qu'on ne faisait pas de loi de finances rectificative, c'est-à-dire qu'on ne rectifiait pas le budget de 2017, c'est ça qu'on a dit. À partir du moment où on a un budget qui a été voté et où à un moment il faut payer et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas l'argent pour payer tout ce qui était prévu, il faut regarder ce qu'on fait. Là, en l'occurrence, ce qui a été regardé, c'est est-ce qu'il y avait des crédits qui, aujourd'hui, n'étaient pas utilisés et ne donnaient pas le sentiment qu'ils allaient être utilisés. Alors là, il s'avère, d'après ce que j'ai compris, que ces crédits-là n'allaient pas être utilisés. Dans ces cas-là, donc ce que je veux dire, c'est qu'Emmanuel Macron s'est bien gardé d'en parler aux élus lors de la conférence des territoires de cet ajustement. Je ne sais pas quel degré de connaissance il avait de ça exactement, mais en tout cas, le rapport de la Cour des comptes est tombé avant. En tout cas, il n'y a aucun projet qui ne sera pas fait à cause de ça. Mais est-ce que c'est pas un peu facile comme argument? Parce qu'on l'a entendu sur les armées, c'est pareil, on va augmenter, puis finalement on coupe de 850 millions. Sur les APL, c'est pas budgété. Sur les APL, moi, ça a été quelque chose, évidemment, qui m'a fait réagir, comme beaucoup. Et on est allé voir la lettre de mission. Et la lettre d'engagement. Et la lettre d'engagement était très claire. C'était marqué qu'il y avait une baisse de 160 millions sans rien bouger. Mais quand on fait une baisse de 160 millions, quand on fait une baisse de 160 millions, que certains ne l'aient pas vu au moment où ça a été voté, c'est une chose. Que maintenant, on nous dise il faut l'appliquer, c'est quand même gros. Mais par contre, pour revenir sur ces questions-là, pourquoi je me suis engagée pour En Marche? Pourquoi je me suis engagée pour Emmanuel Macron? Parce qu'il a décidé d'avoir des plans très innovants sur justement des sujets comme cela, sur le logement par exemple. On voit aujourd'hui que la question des APL, c'est intéressant. On parle de 5 euros. 5 euros pour des petits budgets, c'est déjà une somme. Mais moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est les dizaines, centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui ont du mal à se chauffer. Et là, on n'est pas sur des sommes de 5 euros. On est sur des sommes beaucoup plus considérables parce qu'aujourd'hui, on a des passoires énergétiques où les gens sont obligés du coup de chauffer à fond pour pouvoir tout simplement vivre normalement et se retrouvent avec des factures d'électricité, de chauffage terribles. Et là-dessus, il y a un plan d'investissement de 5 milliards qui est prévu pour aider les gens à isoler leur logement, qui est prévu pour que justement, enfin, on cesse avec la précarité énergétique qui est un fléau. Voilà les choses qui m'intéressent. Alors après, on peut continuer à parler de choses qui étaient prévues avant et qu'on est obligé de solder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'on va voter là, dès le prochain budget, Barbara Pompili, on n'en parle pas parce que ça nous fait plaisir, on en parle parce que c'est la réalité, parce que des bénéficiaires toucheront 5 euros de moins à partir d'octobre, que ça les concerne, et que ça inspire également ce commentaire à l'un de vos anciens collègues, un sénateur socialiste de la Loire, Yannick Vaugrenard. Cette mesure sur les APL est aveugle, elle frappe les plus pauvres. Vous devez la supprimer. Nous vivons, mes chers collègues, curieusement, dans un monde où ceux qui gagnent 20 000 euros par mois persuadent ceux qui en gagnent 10 800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 euros. Elle est assez forte, cette formule, elle est fausse selon vous? Qui est-ce qui a dit ça?
Qui est-ce qui a dit que tout allait mal à cause des gens qui avaient des APL? Enfin, on est là sur du débat complètement stérile. Personne n'a dit ça. Aujourd'hui, on est dans une situation où on se retrouvait avec les APL qui étaient baissés de 165 millions. Et il a certainement voté cela, ce sénateur. Donc, on est dans cette situation-là. Tout le monde est mal avec cette situation. Moi, ça ne me va pas. Je suis contente que le gouvernement ait baissé le taux d'APL, c'est-à-dire qu'on peut commencer à 10 euros, alors que c'était 15 euros. Comme ça, personne ne perdra ses APL. Donc, on essaye de compenser comme on peut, mais encore une fois... Est-ce qu'on compense comme on peut parce que c'était une bêtise, pour rester poli, ou une connerie sans nom, a dit le président de la République. Je ne suis pas certaine du tout que si on avait vu cela avant, on n'aurait pas essayé de l'empêcher. On a le sentiment que c'est passé de façon presque inaperçue, c'est-à-dire que, y compris la tête de l'exécutif ne l'a pas vu, comme si c'était la technocratie qui, à Bercy, faisait arbitrer un certain nombre de choses. Moi, je vous encourage quand même, et vous allez certainement le faire, à éplucher les budgets. Vous avez vu ce que c'est qu'une loi d'orientation? Il y a quelque chose de différent. Soit on ne l'a pas vu et ça peut arriver, et dans ce cas-là, on dit c'était une erreur et on répare. Soit la décision est assumée, comme ça a été le cas par tous les membres d'En Marche et du gouvernement pendant 8 jours. Mais la décision a été assumée dans la mesure où on ne fait pas une loi de finances rectificative. Non, une loi de finances rectificative, ça veut dire on reprend tout, on repose tout, on crée des nouveaux impôts en général pour payer ce qui n'est pas payable. Là, on a dit on ne crée pas de nouveaux impôts, on ne fait pas de loi de finances rectificative, donc on est avec un budget qu'il faut bien qu'on assure. Enfin, à un moment, moi, je ne sais pas comment vous auriez fait vous, mais en l'occurrence, il y a des lignes budgétaires, on est un peu coincé. Mais moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on dise aux gens, voilà, il y a cette situation-là, nous, on n'en est pas satisfaits, et ce qu'on va faire, c'est que toutes les personnes qui aujourd'hui sont des précaires, encore une fois, pour le logement, soit parce qu'ils ont des loyers trop chers, parce qu'on sait aussi que le fait que les APL soient des moyens pour des propriétaires d'augmenter les loyers, c'est aussi quelque chose qui est connu. Donc s'attaquer aux loyers trop chers par continuer l'encadrement des loyers, le fait de travailler sur la précarité énergétique, voilà des sujets qui vont toucher vraiment les personnes qui sont le plus en difficulté et qui aujourd'hui n'ont pas des factures de 5 euros à payer pour notamment leur chauffage. Excusez-moi, je m'occupe de développement durable et c'est un sujet où je sais qu'on est là vraiment sur quelque chose qui touche et qui touche durement des populations entières. Et on va en parler très concrètement avec vous, Barbara Pompili, juste après l'info et Léo Chaput à 8h40. C'est le transfert du siècle et il est sur le point d'être bouclé. Neymar arrive cet après-midi à Paris. L'attaquant brésilien va signer son contrat avec le PSG et devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football. 222 millions d'euros, c'est le chèque que va faire Paris à Barcelone. Neymar qui touchera ensuite 30 millions d'euros par an. Toujours en football, Nice se rapproche de la Ligue des Champions. Exploit des Niçois qui ont éliminé hier soir l'Ajax d'Amsterdam et qui sont donc qualifiés pour les barrages de la prestigieuse Coupe d'Europe. Nice connaîtra son adversaire demain lors du tirage au sort. Et puis dans l'actualité aussi, les Canadair qui ont repris ce matin leur rotation en Corse. 2 incendies sont toujours en cours sur l'île de Beauté, près d'Ajaccio et dans les terres. Des baigneurs et des randonneurs du célèbre GR20 ont dû être évacués hier par hélicoptère. France Info. Barbara Pompili est l'invitée de France Info ce matin, députée de la Somme, présidente de la commission développement durable à l'Assemblée. La défense de l'agriculture biologique en fait partie de ce développement durable. Les associations ont fortement dénoncé hier l'arrêt des aides au maintien de l'agriculture bio pour les 3 prochaines années. Alors le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a répondu en disant qu'il irait piocher dans les aides à l'agriculture conventionnelle. Nicolas Hulot, lui, a donné rendez-vous aux journées de l'alimentation à partir de l'automne. La vérité, elle est où exactement? Est-ce que c'est, comme on l'a entendu, un gouvernement qui promet beaucoup mais qui aide peu? Mais c'est pareil. Je reprends les termes d'association. On a décidé collectivement de travailler ensemble sur les assises de l'alimentation pour redonner des perspectives au monde agricole. D'une manière générale d'ailleurs, pas seulement aux agriculteurs bio. Parce que paradoxalement, les agriculteurs bio... Donc encore une fois, ça veut dire qu'il n'y avait pas de perspective les 5 dernières années dans la majorité dont vous faisiez partie. C'est quand même incroyable. On est sur un système agricole qui existe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va dire, grosso modo. On a fait là pendant 60 ans, 70 ans,
ans, un système qui était un système intensif, où il fallait produire, il fallait nourrir le monde, etc., avec les préoccupations environnementales qui n'étaient absolument pas prises en compte, parce qu'à l'époque, on ne s'était pas rendu compte de l'impact que produit cette agriculture. Vous étiez secrétaire d'État à la biodiversité pendant dans le précédent gouvernement, donc c'est un diagnostic que vous avez déjà fait. Et donc vous pouvez saluer le travail que j'ai fait sur éviter, réduire, compenser, sur l'interdiction des néonicotinoïdes, qui sont des pesticides tueurs d'abeilles, sur le fait qu'aujourd'hui les semences fermières vont pouvoir être utilisées, vont pouvoir être échangées par les gens. Non, mais parce que vous me dites j'étais au précédent gouvernement, bah oui, j'ai fait tout ça. Promesse de campagne du candidat Macron, 50% de la restauration collective doit être bio à la fin du quinquennat. On fait comment si on baisse les aides, si on baisse les dotations aux villes? Non, mais je finis sur mon affaire d'agriculture, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a un système qui est à bout de souffle. On voit que les agriculteurs aujourd'hui cherchent un avenir. On voit que le bio, ceux qui sont au bio, ça y est, qui sont installés, s'en sortent globalement mieux que les autres. Donc l'idée, c'est de faire en sorte de redonner des perspectives à tout le monde en essayant de réorienter vers un système qui soit moins dangereux pour notre avenir, donc moins gourmand en intrants, basé sur la qualité, basé sur les circuits courts, etc. Il y a plusieurs moyens d'arriver à ça. Les moyens d'aide, des subventions, etc., notamment les aides PAC, etc. Mais les agriculteurs vous le diront eux-mêmes, ils n'ont pas forcément envie d'être toujours dans des aides. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre de leur travail. Donc, il y a un autre système à mettre en place. Et les assises de l'alimentation vont aider. Par exemple, avec les territoires, faire des contrats alimentaires territoriaux qui donnent des débouchés. À partir du moment où vous travaillez pour donner des débouchés, notamment par exemple sur la restauration collective, que ce soit public ou privé, là d'un seul coup, vous ouvrez des marchés énormes pour des agricultures qui sont peut-être un tout petit peu plus coûteuses, mais beaucoup moins. Quand vous baissez les dotations aux villes, comment vous faites en sorte que dans les cantines, elles achètent du bio ? Eh bien, tout simplement parce que dans les marchés publics, on peut donner, parce que ce sont des marchés, on peut mettre des critères, par exemple des critères justement de bio ou de circuits courts, parce que faire venir du bio d'Espagne, c'est pas forcément toujours le truc le plus écolo non plus. Mais ça veut dire qu'il y aura un effort financier de l'État, du gouvernement, plus dans l'incitation, parce qu'à un moment donné, si c'est moins d'aide pour le bio et moins d'argent pour les collectivités, c'est compliqué d'avancer sur ces chantiers. Qui réclament des moyens, forcément. Oui, mais encore une fois, quelqu'un qui a un débouché, c'est-à-dire qui trouve des clients, il aura moins besoin de subventions. Quelqu'un qui est mieux payé pour son travail aura moins besoin de subventions. On est aujourd'hui vraiment à une croisée des chemins. Moi, quand je dis à des agriculteurs, vous savez, c'est pas forcément vos rendements qui sont plus intéressants, ils me disent « Quoi mais si, il faut qu'on ait du rendement ». Non, je leur dis ce qu'il faut, c'est que vous soyez bien payés pour le travail que vous faites. Et si vous avez un rendement un peu moins fort, mais par contre que vos produits sont vendus plus cher, l'important c'est que vous puissiez bien vivre, parce qu'aujourd'hui on a quand même des agriculteurs qui travaillent des horaires de fou et qui gagnent très peu leur vie. Madame Pompili, on a l'impression, quand on regarde les premiers pas de Nicolas Hulot, qui s'occupe de ces sujets-là, que pour l'instant c'est pas extrêmement concret. C'est-à-dire, on nous promet la fin de la voiture à essence et diesel pour 2040. On parle de la restauration bio. Bon, on n'a pas encore très bien compris comment on va y arriver. Est-ce que vous n'avez pas une petite déception ou des interrogations ? Non, parce que je suis... Les ambitions sont là, c'est le comment. Oui, et le comment, justement, il y a une méthode qui a été mise en place que je trouve plutôt bien. Les assises de l'alimentation ont fait travailler les territoires pour justement essayer de voir les endroits où ça se passe bien, parce qu'il y a déjà des endroits où il y a des initiatives qui sont prises et qui fonctionnent. Donc l'idée, là, c'est d'aller voir sur place et de trouver les moyens d'avoir des systèmes qui soient pragmatiques et efficaces. Parce qu'on peut faire des belles lois bien écrites, si on n'arrive pas à les appliquer, ça ne marchera pas. Donc sur l'alimentation, c'est comme ça. Donc, on a un calendrier, une méthode. Sur les transports, là aussi, tout à l'heure, on parlait des gens qui étaient dans les difficultés. Aujourd'hui, des gens qui doivent arbitrer entre leur loyer et puis mettre de l'essence dans la voiture, ça existe, c'est du quotidien. Donc, il y a un vrai travail à faire sur la question des mobilités. Et donc, il y a les assises de la mobilité qui vont être faites. Pareil, pour essayer de voir comment on fait sur des territoires. On n'a pas les mêmes besoins quand on est en territoire rural, par exemple, que quand on est dans une grosse agglomération. Comment on fait pour que chacun puisse se déplacer d'un point A à un point B de la manière la moins chère possible, la plus efficace possible, la plus respectueuse de l'environnement. Bref, tout ce travail-là va être fait et pas de haut en bas. C'est fait avec tout le monde, avec les acteurs. De haut en bas,
sur les perturbateurs endocriniens, qui est un sujet qui intéresse beaucoup tous les gens qui nous écoutent. Je pense que ça nous intéresse tous. Est-ce que vous n'êtes pas déçu par la position de la France, qui a finalement décidé d'accepter une réglementation, c'est-à-dire une liste de produits considérés comme justement faisant partie de cette liste des perturbateurs endocriniens, pas très strict, on va dire, d'une certaine façon. C'est être pragmatique plutôt qu'être ambitieux. Là, typiquement, Nicolas Hulot s'est retrouvé confronté à un vrai dilemme et que je comprends. C'est-à-dire, soit on continuait le blocage. C'est-à-dire, on disait non, la définition qui est proposée au niveau européen est trop peu ambitieuse, donc on ne fait rien. Et donc, le blocage, il existait depuis 4 ans, mais le blocage, ça veut dire que pendant ce temps-là, tous les perturbateurs endocriniens, ces produits-là continuaient à arroser le marché sans qu'on ne puisse rien faire. Nous, on avait fait en France des choses très bien. On avait interdit le bisphénol A. Déjà, je trouve qu'on avait bien avancé. Là, il a fait le choix, qui est un choix difficile, et je sais que pour lui, ça a été dur, de choisir une définition qui est moins ambitieuse. Quand vous étiez au gouvernement, vous étiez contre cette liste-là. Mais oui, mais il s'est rendu compte qu'il n'arriverait plus à avancer. Donc à un moment, quand on arrive à ça, on fait ce choix-là. Aujourd'hui, il a maintenant mis en ligne une liste que vous pouvez aller consulter de tous les produits aujourd'hui qui contiennent des perturbateurs endocriniens, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand même, les consommateurs peuvent déjà, ce qui n'était pas le cas avant, avoir au moins une idée. On est sur le chemin, on n'est pas au bout, on est bien d'accord. En conclusion, vous faites partie de celles et ceux qui évoquent l'urgence écologique depuis des années. On a appris hier que ça y est, la Terre avait dépensé toutes ses ressources pour cette année. On apprend ce matin que l'Asie sera peut-être invivable dans moins d'un siècle si le réchauffement continue. Est-ce qu'on peut lutter contre une telle urgence par petits pas, comme c'est le cas dans ce qu'on comprend que vous venez de nous dire, par petits pas pragmatiques et pas, à un moment donné, par des décisions radicales? Si vous voulez la révolution sanglante, moi je veux bien, sauf qu'on a vu que ça ne marchait pas. Ce qu'il faut vraiment, c'est que maintenant, on change de braquet. On sait, les transports, l'urbanisme, l'agriculture, si sur ces 3 sujets-là, on réussit vraiment à faire bouger les choses dans les 5 ans qui viennent, on aura déjà bien avancé et au moins on pourra donner un air meilleur à respirer à nos enfants et peut-être un avenir aussi. N'oublions pas que la terre que nous avons ici, nous la devons à nos enfants. La promesse est faite, on se donne rendez-vous pour les résultats dans quelques mois ou quelques années. Alors, Barbara Pompili, députée de la Somme, merci d'avoir été l'invitée de France Info. Merci à Marcelo Vesfred.